Aujourd'hui, on se penche sur un ensemble de documents assez fascinants qui proposent rien de moins qu'une doctrine de guerre cognitive totale. Oui, c'est une réponse citoyenne très structurée face à un reportage médiatique et une réforme sociale en Belgique. L'ambition est vraiment immense, la profondeur théorique est là et ça mérite une discussion tout aussi pointue. Absolument. Et d'ailleurs, en le lisant, la première chose qui m'a frappé, c'est ça. C'est la sophistication de l'arsenal théorique. On sent la maîtrise, On sent une maîtrise vraiment des concepts de la guerre de l'information. Le problème, c'est qu'il y a un décalage majeur entre la complexité de tout ça et les gens qui sont censés s'en servir. c'est précisément ça, c'est la première grande tension du projet. Les documents, ils décrivent des stratégies qui relèvent presque de l'ingénierie sémantique de pointe. Ah oui, complètement. On parle par exemple de l'entity poisoning, l'idée de polluer les données d'un algorithme pour le désorienter. Ou du cocon sémantique. Le cocon sémantique, exactement, crée un environnement d'information tellement dense qu'il en devient la seule réalité visible en ligne. Ce sont des méthodes qui exigent un niveau d'expertise très très élevé. C'est de l'artillerie lourde, quoi. Et toute cette expertise, elle est incarnée dans le document par une sorte d'entité théorique, l'agence #B.me. C'est le QG de cette cyberguerre. C'est ça. Mais le paradoxe, il est là, c'est que le manifeste principal, celui qui sonne l'appel, Tsar et Bomba, lui, il s'adresse à qui? À un public de citoyens précarisés? Des chômeurs, des malades. Voilà, des gens dont la cause est absolument légitime, mais qui, soyons honnêtes, n'ont ni les compétences techniques, ni les ressources, ni même le temps pour orchestrer des opérations de cette ampleur. C'est exactement ça. On leur donne les clés d'une Formule 1, mais sans le permis, sans la formation de pilote. C'est l'image parfaite. Cet écart entre la théorie et la pratique, c'est la faille de faisabilité la plus évidente. La doctrine est brillante, mais elle risque de rester lettre morte. Elle est inaccessible à son propre public. Voilà. La solution, c'est pas de tout simplifier au point de rendre ça inefficace, mais plutôt de construire un pont. Il faut une feuille de route qui transforme cette théorie en action concrète. Mais comment on fait, concrètement? On ne peut pas former tout le monde au SE de combat en 2 semaines, hein? Non, bien sûr. Une première piste, ce serait de segmenter les niveaux d'engagement. Tout le monde n'a pas besoin de savoir tout faire. D'accord. Pour la masse, on pourrait se concentrer sur des actions simples mais coordonnées, pour capitaliser sur la force du nombre. Par exemple, il y a ce module VVF la flemme, avec des messages pré-rédigés. Oui, je l'ai vu. Au lieu de demander à chacun de créer du contenu, on pourrait l'utiliser pour organiser des vagues de partage ciblées d'un ou deux contre-argumentaires très bien ficelés. L'impact serait énorme. Immense. Sans exiger autre chose que de savoir cliquer sur partager. C'est l'idée de la guérilla numérique, en somme. Des actions simples, répétées, coordonnées. Mais ça ne règle pas le problème des opérations plus complexes, comme le fameux coco sémantique. Pour ça, il faut des architectes. Exactement. Et c'est là qu'intervient une deuxième idée. Créer une structure dédiée. Une sorte d'unité d'élite? On pourrait appeler ça une brigade numérique. Un noyau dur de volontaires qui, eux, ont les compétences techniques. Ce serait l'incarnation réelle de l'agence #BMI, en fait. D'accord. Et cette équipe gérerait les aspects les plus complexes, le balisage sémantique, l'architecture des sites, l'analyse des algorithmes. Je vois l'idée, une sorte de division du travail. Mais est-ce qu'on ne risque pas de créer une élite technique, une garde prétorienne un peu déconnectée de la base citoyenne qu'elle est censée servir? Comment on s'assure que cette brigade reste au service du mouvement? C'est une excellente question. Et je pense que la réponse est dans la nature même de leur mission. Le rôle de cette brigade, ce ne serait pas de dicter le message. Mais de fournir les outils? Voilà. De fournir l'expertise. La base du mouvement, les citoyens, eux, ils apportent le plus précieux, l'authenticité, les témoignages, le vécu. Et la brigade, elle prend ces histoires personnelles et elle les arme sémantiquement pour qu'elles aient un impact maximal. C'est une relation de service, donc. Une symbiose, pas une hiérarchie. C'est ça. L'un fournit le fond, l'autre la forme. L'expertise au service de l'authenticité. D'accord, ça rend la chose beaucoup plus organique. Et pour aller plus loin, on pourrait même imaginer des outils, non? Au lieu d'expliquer la théorie, on pourrait la coder dans des plateformes simples. C'est la troisième étape, tout à fait. Le développement d'outils clés en main. On pourrait s'inspirer d'un autre projet mentionné, Mionipot, pour créer une vraie plateforme de plaidoyer. Comment ça? Imagine un modèle de site web très simple, hébergé sur GitHub Pages par exemple, que n'importe qui pourrait dupliquer en un clic. D'accord, un template. Un template qui intégrerait déjà toutes les optimisations sémantiques. L'utilisateur, lui, n'aurait plus qu'à se concentrer sur l'essentiel,
raconter son histoire. On passe de « voici comment construire une arme » à « voici une arme, chargez-la avec votre vérité ». Et là, on démocratise vraiment l'outil. On résout complètement le décalage initial. La puissance est préservée, mais elle devient accessible. C'est beaucoup plus réaliste. Mais justement, en rendant ces outils si accessibles, une autre question se pose, peut-être plus fondamentale. Ah ouais? Une fois que cette machine de guerre est prête, quel est son but final? Est-ce qu'on appuie vraiment sur le bouton ou est-ce que le but c'est juste de montrer qu'on a construit la machine et qu'on pourrait s'en servir? Tu mets le doigt sur le cœur de la deuxième grande tension de ce projet. C'est cette ambiguïté. Une ambiguïté qui est brillante, mais potentiellement dangereuse. Entre la critique et le manuel opérationnel. Exactement. D'un côté, on a l'audit d'un modèle économique, le SCP, qui est qualifié de design fiction. Une design fiction, c'est une simulation, un outil pour provoquer le débat, exposer les failles. C'est un outil de pensée. Voilà. Et on peut tout à fait voir l'agence #BMI et même TSR Ibomba sous cet angle. Est-ce que ce sont des plans d'action littéraux ou des expériences de pensée très élaborées pour dire voilà, attention, voilà ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Voilà à quel point notre démocratie est vulnérable. C'est ça. Ce flou stratégique est un vrai risque. Un double risque même. Soit le projet est vu comme une pure fiction et il est balayé d'un revers de main, il perd tout son impact. Soit, à l'inverse, il est pris au pied de la lettre. Et là, c'est le danger. Pris au pied de la lettre par des personnes en colère, vulnérables, qui ne mesurent pas les conséquences juridiques de leurs actes. Il faut donc clarifier l'intention. La question centrale, c'est ça. Veut-on construire la machine ou veut-on révéler qu'on peut la construire? Et la réponse change absolument tout. Si l'objectif, c'est le plaidoyer, l'alerte, la provocation intellectuelle, alors il faut l'assumer. Comment ? Les documents pourraient être reformatés en livre blanc, un rapport d'alerte pour les politiques, les journalistes. On pourrait y mettre un préambule très clair. Ce document est une simulation. Son but est d'outiller le plaidoyer, pas d'inciter à des actions illégales. Ça renforcerait la légitimité et ça offrirait une protection juridique. C'est l'option plaidoyer institutionnel. Mais si l'objectif est bien l'action citoyenne réelle, alors la stratégie doit être complètement différente. Là, il faut être beaucoup plus pragmatique. Oui, il faudrait mettre en sourdine les concepts les plus spectaculaires et se concentrer sur une feuille de route par étapes très ancrée dans le réel. On commencerait par les outils d'analyse, le SWOT, le PESTEL, la veille citoyenne. Le projet serait peut-être moins sexy, mais beaucoup plus concret, beaucoup plus opérationnel. Il y a peut-être une troisième voie, non? Une approche hybride qui permettrait de garder le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire ? On pourrait scinder la documentation en deux. Une première partie, le diagnostic, qui utiliserait toute la force de la design fiction, avec #BIM et tout le reste, pour poser le problème de manière percutante. La phase d'électrochoc, quoi. D'accord, pour marquer les esprits. Et ensuite ? Ensuite, une deuxième partie, le guide d'action citoyenne. Et là, on change complètement de ton. On se concentre uniquement sur les outils de plaidoyer légitimes, concrets, le droit à l'interpellation, la veille. On sépare la puissance de la démonstration, de la prudence, de l'action. C'est une solution très élégante, ça. Séparer l'analyse du risque de l'appel à l'action. Ça clarifie l'intention. Mais, même en se concentrant sur la partie action, aussi légale soit-elle, la philosophie de base, ça reste la domination cognitive. Le terme est fort. Il est très fort. Et ça nous amène directement à la troisième et dernière grande question de ces documents. L'éthique. L'éthique, exactement. Les documents reconnaissent les risques, mais presque uniquement d'un point de vue tactique et juridique. La recommandation, c'est l'anonymat. En gros, le problème, c'est pas ce que vous faites, c'est de vous faire prendre. C'est très insuffisant. C'est plus qu'insuffisant, c'est dangereux. Oui, la domination cognitive, c'est une arme. Et comme n'importe quelle arme, elle peut être utilisée à mauvais escient. L'approche du pas vu, pas pris ne répond à aucune question éthique. Qu'est-ce qui empêche ces techniques d'être détournées pour régler des comptes personnels? Ou pour attaquer d'autres mouvements citoyens. Exactement. Et comment on évite de tomber dans ce qu'on appelle le dividende du menteur? Le fait d'inonder l'espace d'infos et de contre-infos au point de détruire la confiance en tout, y compris en sa propre parole. Le projet manque cruellement de garde-fous, de règles d'engagement claires. Sans un cadre éthique solide, il risque de devenir ce qu'il combat, une force de manipulation. Donc la suggestion, c'est d'élaborer une charte éthique. Une charte éthique explicite, oui, et aussi sophistiquée que l'arsenal technique. Ce ne serait pas qu'une contrainte. Au contraire,
ça renforcerait la légitimité, le soft power du mouvement. C'est un concept qui est d'ailleurs au cœur du manifesto TSR et Bomba. Ça transformerait une tactique de guérilla un peu sulfureuse en une stratégie de combat légitime. Tout à fait. Une charte, d'accord, mais pour qu'elle ne soit pas juste un bout de papier, il faudrait des engagements très concrets. Comme par exemple. On pourrait commencer par définir des cibles illégitimes. Stipuler noir sur blanc que ces outils ne seront jamais utilisés contre d'autres mouvements sociaux ou contre des individus en tant que personnes. Le manifeste pose déjà un bon principe en disant que les cibles sont immatérielles. On peut s'appuyer là-dessus et le clarifier, oui. On n'attaque pas les journalistes, mais la ligne éditoriale d'un média. La nuance, elle est capitale. Un autre principe clé à intégrer, ce serait la proportionnalité. La charte pourrait définir des niveaux d'escalade. C'est-à-dire, Par exemple, les techniques les plus offensives, comme l'antity-poisoning, ne seraient envisagées qu'en tout dernier recours, après avoir prouvé que toutes les méthodes de plaidoyer traditionnelles ont été épuisées et sont restées sans effet. ça montre une volonté de dialogue avant le conflit. C'est important. Et enfin, pour éviter ce chaos informationnel, on pourrait intégrer une clause de vérifiabilité. C'est un excellent point. C'est essentiel pour se distinguer de la pure désinformation. La charte pourrait exiger que toute attaque contre un narratif soit systématiquement soutenue par des preuves solides, vérifiables et archivées de manière transparente. La doctrine mentionne des technologies comme IPFSS qui pourraient servir à ça. Exactement. La grande différence avec la désinformation, c'est que là, on s'ancrerait dans une guerre de la vérité, même si elle est menée agressivement. Ça construirait une crédibilité sur le long terme. Absolument. Avec ce cadre éthique, le projet passerait d'un simple arsenal technique à une véritable doctrine politico-stratégique, puissante, accessible et responsable. En résumé, ce corpus est une base de réflexion stratégique d'une richesse assez rare. Pour qu'il atteigne son plein potentiel, les pistes d'amélioration me semblent assez claires. Premièrement, donc il s'agirait de combler ce fossé entre la complexité de la doctrine et les capacités du public. Ça passe par des outils clés en main, des structures comme cette brigade numérique pour rendre la stratégie actionnable. Deuxièmement, clarifier l'intention. Le projet est-il une provocation intellectuelle pour alerter ou un manuel opérationnel pour mobiliser? Il faut choisir une voie ou alors articuler les deux très clairement pour éviter les malentendus. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il faut bâtir ce cadre éthique. Une charte avec des règles d'engagement, des principes de proportionnalité et un engagement pour la vérifiabilité. C'est ce qui garantit la légitimité et la pérennité du mouvement. C'est un travail de fond, mais c'est ce qui pourrait transformer une idée brillante en une véritable force de changement. Nous serions vraiment très intéressés de voir une version affinée de ce projet. Absolument. N'hésitez pas à nous la soumettre à nouveau. Bienvenue dans le débat. La discussion d'aujourd'hui, elle porte sur un champ de bataille un peu invisible, où la réalité elle-même devient l'enjeu, la guerre sémantique. Notre analyse va s'appuyer sur des documents assez fascinants qui décrivent une doctrine de domination cognitive et un plan d'action très précis. Le projet Tsar-i-Bomba qui a été conçu pour contrer un narratif médiatique jugé hostile. Alors la question centrale qu'on va se poser est la suivante. Est-ce que ces techniques, qui sont quand même très sophistiquées, représentent une nouvelle forme, disons, légitime d'activisme citoyen face à la puissance des médias ? Ou bien est-ce qu'on est face à une dérive dangereuse qui érode la notion même de vérité ? De mon côté, je soutiendrai que face à des narratifs médiatiques qui peuvent être honnêtement dévastateurs, l'appropriation de ces outils de domination cognitive est une forme de légitime défense numérique. C'est presque une nécessité pour rééquilibrer les forces. Et moi, je défendrais l'idée que ces méthodes, même si elles sont, c'est vrai, intellectuellement fascinantes, constituent une escalade très dangereuse. Elles normalisent une manipulation généralisée qui, à terme, menace les fondements même de notre débat démocratique. Bien. Commençons donc par les positions initiales. Pour moi, si je parle de légitime défense, c'est parce que le pouvoir est fondamentalement asymétrique. Il faut vraiment comprendre le contexte. Les documents qu'on a analysés se penchent sur l'impact d'un reportage comme « Sans boulot, tous fraudeurs » de Christophe Desborsu. Ce n'est pas anodin ça. Diffusé juste avant une réforme qui durcit l'accès au chômage, ce genre de récit a un impact politique et social énorme. Ça stigmatise des populations qui sont déjà vulnérables. Face à ça, que peut faire un groupe de citoyens, sérieusement ? Le projet Tsar-Bomba, c'est une réponse directe à cette asymétrie. On entre dans ce que les stratèges appellent la noopolitique, la guerre des récits, quoi.
La victoire aujourd'hui, elle ne dépend plus seulement de l'économie ou de l'armée, mais de l'histoire qui l'emporte. Dans ce cadre-là, les citoyens doivent, je pense, utiliser les mêmes armes que les grandes entités pour construire leur propre influence, leur propre soft power. Il ne s'agit pas de propagande grossière. La doctrine est même très claire, je la cite, « La meilleure propagande n'est pas de la propagande ». L'objectif, c'est d'utiliser des techniques de pointe, la cartographie sémantique par exemple, pour armer des témoignages authentiques, des faits vérifiables. Il s'agit de redonner de la dignité à des gens et d'imposer un récit plus juste. Voilà. Oui, je comprends l'idée du rééquilibrage. Mais ma position, c'est que ces méthodes, loin de rééquilibrer quoi que ce soit, sont en fait fondamentalement destructrices. Le langage utilisé dans ces documents il est sans équivoque. Le but affiché, ce n'est pas de débattre ou de compléter un récit. Non, le but, et je cite, c'est de neutraliser l'entité Christophe Desborsoux et de détruire son cadre de référence. Ce n'est plus du débat, ça. C'est une stratégie d'assassinat de réputation qui est menée par des algorithmes. Et les techniques décrites, elles sont terrifiantes. Quand on parle d'entity poisoning, l'empoisonnement d'entités, ou de la création d'attracteurs étranges, négatifs dans le graphe de connaissances de Google, on ne cherche pas à corriger les faits. On cherche à semer le chaos, à augmenter ce que les physiciens appellent l'entropie informationnelle, c'est-à-dire le désordre. L'objectif, c'est de rendre l'information tellement confuse que la vérité devient indiscernable. Et ça mène inévitablement à ce que les théoriciens nomment la décroissance de la confiance, le trust decay. C'est un état de cynisme généralisé où plus personne ne croit en rien ni en personne. Cette doctrine, elle prend la loi de Brandolini, ce principe qui veut que réfuter des mensonges demande 10 fois plus d'énergie que d'en produire, non plus comme un problème à résoudre, mais comme une arme à exploiter. C'est une pente très glissante qui légitime la manipulation au nom d'une cause, aussi juste soit-elle au départ. Bon, entrons dans le vif de la discussion. Le premier point de friction, c'est clair, c'est cette terminologie guerrière. Alors, est-ce que c'est une stratégie d'émancipation ou, comme vous le suggérez, une militarisation du débat public? Pour moi, c'est une adaptation brillante à l'environnement numérique. Les documents parlent d'hybrider la stratégie militaire prussienne, l'Auftrakt tactique, avec la théorie du chaos. Alors dit comme ça peut paraître intimidant, mais l'idée est simple. L'Auftrakt tactique, c'est l'inverse du commandement pyramidal. Au lieu de donner des ordres stricts, on donne à de petites équipes très agiles une mission et la liberté de l'accomplir avec leurs propres moyens. C'est la tactique parfaite pour le web, qui est par nature chaotique, non linéaire. Ça permet à des groupes avec peu de ressources de provoquer ce qu'on appelle un effet papillon. Une toute petite action qui peut avoir des conséquences énormes. C'est une nécessité stratégique, c'est le David numérique contre le Goliath médiatique. C'est une forme d'émancipation, parce que ça donne un levier de pouvoir à ceux qui à la base n'en ont pas. L'analogie de David contre Goliath est séduisante, je vous l'accorde, mais elle masque une réalité bien plus sombre. Appliquer une doctrine de guerre hybride totale et de zone grise permanente au discours civil, c'est profondément inquiétant. Le vocabulaire ne trompe pas. Quand on nomme une opération Ebomba et qu'on considère ses contradicteurs comme des cibles à neutraliser, on ne fait plus de l'activisme, on militarise l'espace public. L'effet papillon, que vous décrivez comme une force, peut être en réalité totalement incontrôlable. On croit viser une cible précise, mais en fait, on lâche un virus dans tout l'écosystème informationnel. Et le résultat, ce n'est pas la justice, c'est un effondrement systémique de la confiance qui va bien au-delà de la réputation de la cible initiale. On ne joue pas avec le chaos sans risquer de se brûler et de tout brûler au passage. La question, c'est à quel moment cette émancipation devient-elle une menace pour tous ? Mais vous parlez du chaos comme si c'était une force qu'on déchaînait, alors que moi je le vois comme un environnement dans lequel il faut simplement apprendre à naviguer. Et pour ça, il faut des outils. C'est justement parce que cet arsenal existe et est déjà utilisé par des acteurs très puissants qu'il faut que les citoyens s'en emparent. D'accord, mais quels outils ? Et ça, c'est une transition parfaite vers notre deuxième point. L'arsenal sémantique lui-même. Outils de libération ou armes de destruction cognitive. Vous parlez d'outils, eh bien parlons-en. Prenons le cocon sémantique. Le terme peut paraître complexe, mais c'est une architecture assez logique. Il s'agit de créer un réseau de contenu intelligent, des pages web, des articles, des témoignages, qui sont tous liés les uns aux autres de manière très structurée. Le but, c'est de guider les algorithmes des moteurs de recherche, comme Google, pour qu'ils comprennent la cohérence et la pertinence d'un contre-récit. Ce n'est pas tromper, c'est s'assurer que ce contre-récit, bâti sur des faits, soit audible.
Et quand les documents parlent d'armement sémantique, il faut comprendre ce que ça veut dire techniquement. Ça veut dire structurer des faits simples sous la forme de triplets. Sujet, prédicat, objet. Par exemple, personne X est chômeuse, personne X a travaillé 20 ans. C'est un langage que les machines comprennent. En faisant ça, on donne un poids algorithmique, une réalité numérique à l'expérience vécue de milliers de personnes face à un récit médiatique qui les réduit à une simple caricature. C'est un outil de construction. Je suis désolée, mais cette vision est terriblement aseptisée. Elle occulte volontairement la partie la plus sombre de cet arsenal. L'entity poisoning, l'empoisonnement d'entités, ce n'est pas de la construction, c'est de la destruction pure et simple. Soyons très clairs sur ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire salir la réputation numérique de quelqu'un en l'associant de force à des contenus toxiques. La doctrine mentionne l'utilisation de voisinage numérique sale. En pratique, ça veut dire créer des milliers de liens, du spam, depuis des sites illégaux, pornographiques ou conspirationnistes qui pointent tous vers des articles qui parlent de votre cible. On trompe l'algorithme de Google pour qu'il associe le nom Christophe Deborsu à des concepts comme arnaque, mensonge ou pire. Ce n'est pas du contre-récit, ça, c'est du vandalisme numérique. Et le glissement sémantique au sein de votre fameux cocon n'est qu'une forme très élégante de manipulation. On n'offre pas une vérité plus complète, on enferme l'utilisateur dans un tunnel de réalité qu'on a entièrement organisé pour lui. On le coupe de toute perspective alternative. C'est l'exact opposé de l'émancipation intellectuelle. On parle ici, c'est de la capacité à créer une bulle alternative pour ceux qui sont systématiquement exclus des récits dominants. C'est une question de pluralisme, même si la méthode vous dérange. Créer une bulle pour rencontrer une autre, c'est accepter la fragmentation totale de la réalité. On ne combat pas le feu par le feu, on finit juste avec un champ de cendres. Et cette idée d'escalade, justement, elle nous amène à la frontière suivante qui est mentionnée dans les documents, l'intelligence artificielle. Que se passe-t-il lorsque ces techniques ne visent plus seulement les moteurs de recherche, mais les futurs modèles d'IA générative? C'est la nouvelle frontière et les enjeux sont encore plus élevés. On parle ici de GEO pour Generative Engine Optimization. Demain, et même déjà aujourd'hui, quand on posera une question à une IA, on n'obtiendra pas une liste de liens, mais une réponse unique, synthétisée, présentée comme la vérité. Dans ce monde, il est absolument crucial de s'assurer que les récits alternatifs, les expériences des minorités, les points de vue dissidents, fassent partie de la connaissance de base de ces IA. Les documents sont très clairs là-dessus. Si les citoyens ne colonisent pas les futurs modèles de langage, alors les entreprises et les États, avec leurs moyens colossaux, le feront à leur place. C'est une bataille pour le savoir de demain, une défense préventive en quelque sorte. Il s'agit de s'assurer que l'IA de 2030 ne réponde pas à la question « qu'est-ce qu'un chômeur ?», en se basant uniquement sur des reportages à charge des années 2020. Mais cette logique d'escalade nous mène tout droit au scénario du pire, l'empoisonnement des données, le data poisoning. L'idée d'infiltrer est de corrompre délibérément les immenses corpus de textes sur lesquels les IA sont entraînées. C'est une menace existentielle pour notre savoir commun. C'est l'équivalent numérique de verser du poison dans le puits d'un village. On ne se contente plus de débattre, on rend la source d'eau impropre à la consommation pour tout le monde, y compris pour soi-même. Ça normalise une guerre épistémique qui ne peut aboutir qu'à un futur d'insécurité épistémique totale, un monde où l'on ne pourra plus faire confiance à aucune source d'information, qu'elle soit humaine ou artificielle. Les recherches sur le sujet montrent qu'il suffit d'une infime proportion de documents malveillants pour introduire un biais durable et profond dans un grand modèle de langage. On ne défend pas le savoir de demain, on organise sa destruction préventive. C'est une course vers le bas qui anéantit le concept même de vérité vérifiable. Bien, nous arrivons au terme de notre discussion, il est temps de conclure. Pour résumer ma position, je dirais que nous vivons dans un monde que certains penseurs décrivent très bien. Le philosophe Byung-Chul Han parle de psychopolitique, un système où ce ne sont plus nos corps qui sont contrôlés, mais nos émotions, nos pensées, via le numérique. L'architecte Benjamin Brenton, lui, décrit l'infrastructure numérique mondiale comme The Stack, une superstructure de pouvoir qui nous gouverne. Face à cela, les citoyens n'ont, à mon avis, pas d'autre choix que d'adopter des méthodes de contre-influence. Il ne s'agit pas de détruire la vérité, il s'agit de se battre pour une version plus inclusive, plus polyphonique de cette vérité. C'est une lutte pour atteindre une forme de souveraineté épistémique, le droit et le pouvoir de définir sa propre réalité. En conclusion, je dirais que si le grief de départ peut être légitime, la solution proposée est un poison qui ressemble terriblement à la maladie qu'il prétend guérir.
Adopter les outils de la guerre sémantique totale, c'est s'engager dans une logique de manipulation mutuelle assurée. Ce chemin ne mène pas à la justice sociale. Il mène à ce que les analystes appellent le dividende du menteur. Une situation où la réalité devient simplement le butin des acteurs les plus cyniques et les mieux organisés. À la fin, la question n'est plus de savoir quelle histoire l'emporte, mais de se demander s'il restera le serait-ce qu'un terrain commun, un langage partagé, pour qu'on puisse encore se raconter nos histoires. Et c'est ce terrain commun que ces méthodes sont en train de détruire. Cette discussion révèle bien la tension profonde entre, d'un côté, un besoin de nouveaux leviers de pouvoir pour ceux qui sont marginalisés, et de l'autre, le risque immense de saper les fondements mêmes de notre discours public. Ces documents, au fond, témoignent d'une mutation radicale de la nature du pouvoir et du conflit, ce qui nous laisse à méditer sur les frontières éthiques de plus en plus floues de l'activisme à l'ère numérique. Replacement team's here, sir. Right. Come on through. Another 20 minutes, we're gonna start looking for you guys. God, it's really something out there. You look a mess, sir. Yeah? Your turn next, Ginsburg. Okay, all right, I'll see you in 24. See you tomorrow. What was that you were saying now? Oh, so you used to hear her chant all night long. Oh, money pod me on. Oh, money pod me on. Over the plants? Yeah, she'd cup her hands over those seeds and she'd chant by the hour. She grew the most beautiful wandos you ever saw, man. Primo stuff, Resin City. Stand clear. Your mother's been very worried about you guys. The roads must be a bear, huh? What roads? Visibility. Visibility bullshit. You guys haven't been on time for the last 6 months. Well, I wrote you guys up in the logbook. Yeah, you're a prince, Bevan. Good night, gentlemen. So that was like Sensimilia, right? Sensimilla. This grass-made Thai stick tastes like oregano. Lay you out flat, man. Got a red light, sir. What on? Number 8, warhead alarm. Give a thump with your finger. Alarm reset. Skybird, this is Dropkick with a Red Dash Alpha message in 2 parts. Break. Red Dash Alpha. Stand by to Red copy Dash message. Alpha. Standing by. Romeo, Oscar, November, Charlie, Tango, Lima, Alpha. Authentication 220040 Delta Lima. I have a valid message. Stand by to authenticate. I agree with authentication also, sir. Enter launch code. Entering launch code. Launch order confirmed. Holy shit. Target selection complete. Time on target sequence complete. Yield selection complete. Begin countdown. T-minus 60. All right, let's do it. Insert launch key. Stand by. Launch key inserted. Roger. On my mark. Rotate launch key to set. 3, 2, 1. Mark. T
minus 50. Roger, that's set. Sir, T minus 40. Enable missiles. number 1 enabled, 2 enabled, 3 enabled, 4, Straight to 5, somebody in the goddamn 6, phone. 7, 8, 9, 10. All missiles enabled. Minus 30. Get me wing command post on your direct That's line. not the correct procedure, Captain. SAC. Try SAC headquarters on the HF. That's not the correct procedure. Screw the procedure. I want somebody on the goddamn phone before I kill 20 million people. T minus 20. I got nothing here. They might have been knocked out already. Right. On my mark, rotate launch keys to launch. Roger, ready to go to launch. 14. 13, 12, 11. 7. 6. 5. Sir, we have a launch 4. order. 3. Put your hand on the keys, 2. sir. 1. Launch. Sir, we are at launch. Turn your keys. Sorry, I'm so sorry. Turn your keys, sir. You happy now, bitch? You happy now, bitch? You happy now, you bitch?